sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce décret qui impose au consulat français à partir du 1er janvier 2019 de ne plus faire d'actes notariés. Donc un peu de changement pour les Français de l'étranger. Comment ça va se passer et surtout quelle est la solution offerte aux Français de l'étranger pour signer ces actes notariés? Élément de réponse avec Maître David Willig ce matin. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Merci. Alors merci de venir sur le plateau nous éclairer un petit peu par rapport à ce décret. Donc c'est bien ça, à partir du 1er janvier 2019, les consulats, les ambassades de France, c'est terminé, ne pourront plus effectuer d'actes notariés. Effectivement, c'est ça l'effet de l'arrêté. Donc il y a une solution, mais pour les Français, en Floride particulièrement, il y a une solution assez élégante parce qu'en Floride, peut-être à l'insu du corps diplomatique français, nous avons créé la figure d'un notaire comme le notaire latin, le notaire classique en France, qui peut servir d'une solution pour les gens qui en ont besoin parce que d'ici 1er janvier, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Parce que ça concerne donc les mariages, les testaments, c'est tous ces documents-là, c'est ça? Beaucoup de documentation. On peut dire globalement qu'il s'agit des actes authentiques. Ouais. Et typiquement, les actes authentiques en France sont reçus par un notaire, pas par un avocat, pas par un huissier. Ouais. Donc en France, les consulats et les maires aussi des communes avaient les mêmes pouvoirs, autorisations d'un notaire. Mais à partir du 1er janvier, plus maintenant pour les consulats français. Donc on a parlé des notaires publics. Est-ce que le notariat public en Floride peut remplacer la personne du consulat pour faire ces actes notariés? Pas vraiment, et même dans la documentation diffusée par la diplomatie française, ils mettent l'emphase que ce n'est pas vraiment une solution pour cette manque d'autorisation d'actes authentiques. Parce que le notary public en Floride est typiquement dans beaucoup de juridictions aux États-Unis, nous avons 50 États, 50 juridictions, que le notary public va regarder une pièce d'identité, vous dire voilà, c'était monsieur X qui s'est présenté sa pièce d'identité et qui a signé devant moi. Donc il y a un coup de tampon et c'est fini. Donc voilà. C'est moins précis que justement le rôle du civil law notary. Donc ça n'existe pas dans tous les États. Nous, exactement. En Floride, on a la chance d'en avoir. On est privilégiés en Floride parce que nous avons cette législation depuis 20 ans. Moi, j'ai eu mon appointment comme civil law notary en Floride. Oui. C'était en décembre 1998. Donc ça date un petit peu il y a 20 ans. Oui, il y a 20 ans, justement. Donc quelle est la différence justement avec le notariat public? Il y a beaucoup de différences. La différence essentielle, c'est que le notary public en Floride ne peut faire que l'attestation de l'identité de la personne qui va signer un acte. Par contre, le civil law notary peut recevoir un acte authentique comme un notaire en France. Et le civil law notary peut aussi effectuer toutes les missions qui sont réservées au notary public aussi. Par exemple, un notary public peut solemniser un mariage en Floride, ça c'est sûr. Un civil law notary aussi peut le faire, mais beaucoup plus. Je sais que c'est un sujet un peu sec, un peu technique, mais pour les Français hors de la France, il y a 43 consulats qui ne vont plus recevoir des actes authentiques. Ce n'est pas seulement en Floride, c'est tous les consulats de France. Oui, et puis même partout dans le monde, ça sera fini pour partout dans le monde. Mais ceux qui habitent dans la circonscription de la Floride ont un avantage sur les autres. En fait, et ça existe en Alabama aussi, c'est ce qu'on disait. Ça existe en Alabama. En Floride et en Alabama pour les États-Unis. Oui. Floride, c'était le premier État à adopter ce genre de législation. Après, l'Alabama a fait aussi une loi qui s'opère un peu différemment de notre loi en Floride. Moi, j'exerce ici, donc je n'ai pas beaucoup de familiarité, sauf dans le cadre d'études académiques sur les différences. Mais c'est vraiment un effort pionnier dans notre système de droit parce que, pour des raisons historiques,
les notaires latins n'existent pas dans le monde anglo-américain ou anglophone, disons, parce que la diplomatie française a dit, voilà, il n'y en a pas des notaires en Angleterre, en Australie, Nouvelle-Zélande bien sûr aussi, et les États-Unis. Ils ont fait spécialement un avertissement un peu plus détaillé pour les États-Unis. C'est vrai que nous avons 50 juridictions aux États-Unis, au moins 50, peut-être un peu plus, avec les territoires d'outre-mer. Mais c'était vraiment une avance et un avantage, surtout parce que c'était un peu inattendu, parce que historiquement, traditionnellement, le consulat toujours avait l'autorisation à recevoir un acte authentique et tout d'un coup, ce n'est plus disponible. Alors justement, pourquoi déjà ça n'existe que dans 2 États? En fait, d'abord, pour des raisons historiques, comme j'ai dit, le notaire dans les pays anglophones a été affaibli par l'histoire, au cours de l'histoire. Ce n'est pas une coïncidence qu'on utilise le même mot pratiquement, notary public et notaire, c'est très semblable. Mais la Floride a adopté cette législation pratiquement, à mon sens, pour faciliter les relations avec beaucoup de nos voisins. Nous avons beaucoup de pays voisins qui sont de la tradition, de l'histoire du notaire latin. Le Québec, il y a toujours des notaires latins. Mexique, il y a des notaires latins. Colombie, il y a des notaires latins. Pratiquement tous les pays, Brésil, tous les pays de l'Amérique du Sud. On a exclu, la diplomatie française a exclu les pays scandinaves, mais les pays germaniques, l'Allemagne, le Pays-Bas, Suriname, l'un de nos voisins, ils suivent tous ce système. Haïti, c'est un système de notaires latins. Donc tous nos voisins se servent de ce système. Donc c'est pour faciliter des échanges de documents importance juridique. Alors on l'a dit tout à l'heure, ce qui différencie le civil law notary du notary public, c'est que le notary public stipule juste, atteste l'identité de la personne, un coup de tampon et c'est fini. Et le civil law notary, ça va un peu plus loin. Déjà, il faut d'autres qualifications pour être... Oui, il y a plus que ça, parce que les qualifications pour le notary public en Floride, ce n'est pas beaucoup. C'est une licence à passer. Âge de majorité, ce n'est pas compliqué. Maintenant, il y a un petit cours, mais pour le civil law notary, il faut d'abord être déjà avocat inscrit au barreau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a créé cette législation, comme nos téléspectateurs connaissent bien, le notaire en France, c'est un homme de loi, c'est une personne instruite qui a des titres en droit avancés, qui a beaucoup de formation et normalement beaucoup d'expérience. Donc pour greffer cette institution civiliste sur notre système anglo-américain, on a choisi de fonder de pouvoir les avocats pour devenir civil law notary, mais pour devenir, il faut avoir déjà 5 ans d'exercice, suivre un cours supplémentaire avec un examen qui est assez exigeant et après demander le appointment. Et un point de fierté, c'est que les qualifications pour devenir civil law notary en Floride sont plus plus exigeant, plus strict, même que pour être un juge judiciaire en Floride. Parce qu'en Floride, pour devenir juge judiciaire, il suffit d'être avocat et avoir 5 ans d'exercice. Normalement, si on est nommé juge, après, on a une formation à l'école de magistrature, l'équivalent. Mais pour les civil law notaries, c'est la formation d'abord pour exercer ce rôle important dans la vie juridique de beaucoup de personnes. Et donc le civil law notary peut attester pour des papiers de mariage, des testaments, des acquisitions de biens également? Exactement. Donc on a la solution, c'est ça pour les Français de l'étranger qui s'inquiétaient un peu de cette interdiction, enfin cette suppression de signature d'actes notariés par le consulat. Il y a les civil law notary en Floride. Beaucoup de personnes sont civil law notary en Floride? Pas beaucoup. Il y a eu une formation ce week-end. Il y avait peut-être une quarantaine de candidats qui ont suivi la formation. Pour vous donner une perspective, Grégory, il y a en Floride inscrit au barreau de la Floride 107 000 avocats. 107 000, 107 000, c'est beaucoup.
c'est une petite ville. Oui, oui, Des 107 000 avocats, il y a à peu près 130 individus qui ont aussi le statut de Civil Law Notary. Donc c'est quelque chose qui est peut-être peu connu, mais c'est vrai que ça ne fait pas partie de la culture juridique typiquement de l'avocat américain, qui n'a pas vraiment, en général, la familiarité avec la pratique des notaires dans des pays étrangers. Et puis il faut parler la langue surtout. En fait, la diplomatie française a fait des avertissements si vous choisissez un homme de loi aux États-Unis, il faut connaître la langue française, parce que l'une des tâches du notaire lors de recevoir un acte authentique, et ça remonte de l'histoire, lorsqu'il y avait beaucoup d'analphabétisme, le notaire, il va lire l'acte entier, l'acte intégral, poser des questions sur les personnes qui donnent l'acte. Pour que chacun comprenne bien finalement ce qui est écrit à l'intérieur. Exactement. Très bien, donc vous êtes Civil Law Notary, donc on peut vous contacter comment, Maître David Willig? On peut me contacter à mon cabinet ici en Floride, 305-860-1881, 305-860-1881. C'est notre cabinet ici en Floride. Et je voulais rajouter un petit point que notre législation en Floride nous permet d'agir en tant que Civil Law Notary dans toutes les juridictions où il n'est pas interdit. Or, je ne le ferai pas en France parce qu'il existe encore des notaires en France. Mais si vous êtes de New York ou de Californie ou de Kansas ou Ohio ou Caroline du Nord, on peut faire appel à Civil Law Notary en Floride. Et puisqu'il n'existe pas la figure de Civil Law Notary dans tous ces autres États que j'ai mentionnés, il n'est pas interdit. Donc c'est une solution également pour les Français de l'étranger des États-Unis dans d'autres États que la Floride. C'est noté. Merci beaucoup, Maître David Willig, d'être venu nous faire un petit peu la lumière sur ce sujet. Je le rappelle, donc à partir du 1er janvier 2019, les consulats et les ambassades de France dans le monde n'auront plus l'autorisation d'effectuer des actes notariés. Exactement. Donc on peut se rabattre sur les Civil Law Notary, autorisés en Floride et en Alabama. Voilà, et nous avons la solution pour nos téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup, Maître, et à très bientôt. Merci. Et on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. On change d'ambiance.
Je reçois un nouvel artiste, il s'appelle Darius Denon. Bonjour Darius. Bonjour. Alors vous êtes de passage en Floride. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes originaire de Guadeloupe, C'est cela. où vous résidez. Vous avez Je réside à Paris. Vous résidez à Je Paris, suis mais vous êtes natif originaire de Guadeloupe. Guadeloupe. Voilà, Donc c'est vous ça. voyagez beaucoup. Et là, vous Pas êtes mal. de passage en Floride pour présenter votre 7e album. Donc c'est Peu importe le vent. Oui, Vous l'avez c'est ça. présenté ce samedi soir Au Star Lounge. dans une salle Miami. de Miami. Voilà. Et donc on va parler un petit peu de votre style, de votre musique, pour que les téléspectateurs apprennent à vous connaître. Donc je le disais, vous êtes originaire de Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans la musique? En fait, très jeune, j'étais très passionné déjà par la musique. Les parents disaient que j'avais une oreille musicale assez développée. Et donc c'est vrai que vers l'âge de 16 ans, j'ai une guitare entre les mains. Et donc j'ai appris tout seul, hein, en tant qu'autodidacte. Ma mère m'a acheté une méthode et puis j'ai appris tout seul. Et au fur et à mesure, j'ai cherché à me confronter à d'autres musiciens pour apprendre des choses. Parce que quand on apprend seul, bon, Ouais. forcément, pour évoluer, il faut se confronter à d'autres musiciens. Et c'était qui Donc- justement ces musiciens? Ben, c'était des copains de la région Guadeloupe, en fait. Ouais. Donc je me suis Donc entre frotté. amis finalement, vous... Oui, c'est ça. Entre amis, on a développé des collaborations. Donc j'ai évolué comme ça dans plusieurs petits groupes, des orchestres pour me faire un peu, quoi, pour mieux apprendre. Et puis après, je suis entré à Paris. J'ai chanté sur plusieurs concepts Ouais. avec des figures plus connues du zouk, puisque c'est du zouk que je fais essentiellement. hein. Donc le Même si style je c'est du sais- zouk. Voilà, c'est essentiellement du zouk, Ouais. même si je sais faire autre chose. On en parlera justement, Oui. parce qu'il y a des talents cachés. Il y a des talents cachés. Vous faites également un autre style de musique, on y reviendra Oui. dans un instant. On va Oui. s'attarder donc au zouk. Mhm. Le zouk, donc il y a plusieurs styles de zouk, ou il y a Oui. des zouks dynamiques, plutôt Oui, c'est lents, ça. c'est ça? Alors moi, c'est plutôt le zouk lent, hein. C'est le zouk love. Love, hein, Le zouk, encore, avec de l'amour, Voilà, c'est c'est ça. ça. Donc, Voilà, ouais. c'est le zouk romantique, c'est Mm. le zouk où voilà, on a envie de s'évader, on a envie de séduire l'autre. C'est le zouk séduction, c'est le zouk. Donc vous êtes également auteur, interprète et compositeur. Oui, c'est cela, Donc autour du zouk, vous écrivez les paroles de vos chansons. tout à fait. Vous le disiez un petit peu, on parle d'amour dans vos textes. Essentiellement d'amour, parce que je pense que les médias et autres parlent suffisamment de choses négatives dans la vie. Et je pense que nous, en tant qu'artistes, notre rôle, c'est de surtout aider les gens à oublier leurs soucis, à les faire rêver, ne serait-ce que l'espace d'une chanson, 2-3 minutes. Et ça rend beaucoup de gens heureux. On parle de vous dans vos titres, ou vous parlez des autres, vous parlez de qui finalement dans vos titres? Je parle de moi, Mhm. je parle de mes histoires et je parle de la vie des autres également, puisque je me nourris en fait de ce que je vois autour de moi, de ce que vivent mes amis, mes connaissances, même les inconnus dans la rue. Mhm. Et je retranscris en fait à travers des chansons. Donc il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup des autres aussi. C'est plus facile d'écrire sur soi ou d'écrire sur les autres? C'est plus facile d'écrire sur soi, je pense. Mais l'inverse aussi, on arrive à faire parce que ça nous touche en fait. La vie des autres, la condition des autres me touche en tout cas. Et donc j'arrive aussi à écrire aussi facilement que pour moi. Mais c'est vrai que quand ça me concerne vraiment, c'est encore plus facile, c'est vrai. Les mots sautent plus facilement. Mais bon, on est habitué quoi, ce job-là, Alors vous êtes dans un style zouk, on le disait. essentiellement. Vous avez également beaucoup d'inspiration française ou anglo-saxonne. Oui, c'est vrai que j'écoute beaucoup la variété française, la variété anglo-saxonne également. J'écoute la musique classique également, hein, et puis beaucoup de musique latine. Enfin bon, j'écoute tout le monde en fait. J'écoute toutes Vous les écoutez musiques. tout. Voilà, j'écoute Vous avez évoqué la musique classique. Donc on va en parler justement parce que vous avez également fait du lyrique. tout. Oui. Donc vous ne l'entretenez pas au quotidien, c'est ça? Non, pas spécial. Sauf quand en fait, parce que je m'entraîne régulièrement hein, au chant en fait. Ouais. Et c'est vrai que mes entraînements sont basés essentiellement sur de la musique classique en fait. Je fais des entraînements, des vocalises et tout à base de musique classique, une musique que j'adore d'ailleurs. Mais Et- au-delà de l'entraînement, est-ce que vous avez déjà fait des... J'ai eu l'occasion, Des représentations. j'ai eu l'occasion de me produire au Japon il y a quelques années, entouré d'une chorale. J'avais interprété une œuvre de Verdi, La Traviata, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une œuvre très connue de Verdi et c'est vrai que ça avait été un très bon souvenir pour moi.
c'était très, très original et puis très, très enrichissant pour moi. Et qu'est-ce qui vous a incité justement à vous lancer dans le classique, dans ce style-là? Je ne me suis pas vraiment lancé, mais disons que à cette époque-là, j'étais dans une chorale et il y avait un projet pour justement le Japon. Et c'est vrai que m'entraînant déjà à partir, me servant de la musique classique pour parfaire mon instrument qui est la voix, pour moi, c'était vraiment une bonne opportunité pour justement voir quel retentissement que ça pouvait avoir, est-ce que ça pouvait plaire aux gens. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment une très belle occasion, un très beau souvenir de performer à ce niveau-là, quoi. Ah, vous êtes dans le registre ténor, c'est bien ça? Oui, ténor, c'est ça. Ténor, haute contre, plus précisément, selon... C'est ce qu'on disait, haute voilà, contre, c'est haute précis. contre. Oui, oui, c'est ça, c'est un degré, en fait, dans le registre ténor. C'est ce que mes profs me disaient, hein. Et donc, voilà, je suis ténor. Ténor, haute contre, très Voilà. bien. Bon, vous faites du zouk en grande majorité, Oui, c'est on ça. va dire. Donc, je le rappelle, votre 7e album, c'est Peu importe importe le vent. le vent. Il y a Oui. des projets dans les cartons? Oui, il y en a. Il y en a un qui devrait aboutir avant la fin de l'année. Je suis justement je suis en train de plancher dessus et je suis en train de faire les derniers arrangements. Et en principe, ça devrait voir le jour sous peu, quoi. Donc, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et voilà, Donc, je planche dessus. on commence par un single avant Oui, c'est ça. avant la production d'un album? Voilà, parce que les albums se vendent un peu moins maintenant. Et donc, par prudence, je pense qu'il vaut mieux. Je fais plusieurs singles, ensuite je ferai un album où je réunirai certains singles, plus des inédits, et je pense que c'est plus viable ainsi, quoi. Est-ce que vous jouez également des instruments de musique? Oui, alors en fait, j'ai commencé Donc avec la guitare, la c'est ce qu'on guitare, voilà, disait, c'est ça, il y a quelques années. Et puis, c'est vrai que j'ai délaissé quelque peu la guitare au profit du chant, parce que quand j'ai su maîtriser un peu les harmonies et tout la guitare, j'ai voulu m'orienter plutôt vers le chant. Et c'est vrai qu'en tant que compositeur, auteur-compositeur, maintenant, ben, je touche un peu du piano, les instruments, les percussions également. Donc, en fait, quand on est compositeur, on est obligé de toucher un petit peu à tout, même si je ne suis pas virtuose dans tous ces instruments-là. Mais j'ai des petites notions d'harmonie qui me permettent de composer mes chansons. Et puis, c'est vrai que je fais appel souvent aussi à des arrangeurs pour enjoliver ce que je fais, mon travail en fait. Alors, vous dites habiter à Paris. Oui. Est-ce que ça a été plus simple pour vous de vous rendre en métropole finalement pour vous lancer dans la musique par rapport à rester en Guadeloupe? Est-ce que c'est compliqué finalement Oui. quand on est musicien ou chanteur en Guadeloupe pour réussir à percer et faire entendre sa musique? C'est un peu plus, on va dire que c'est un peu moins simple quand on vit dans une île, parce que en fait, c'est vrai que Paris, c'est la place de la mode, de la musique, donc on a beaucoup plus d'opportunités. Quand je prends mon cas par exemple, j'ai souvent, jusqu'à présent, je vais régulièrement à l'île de la Réunion me produire. Et c'est vrai que si j'étais resté en Guadeloupe, je pense que ces opportunités-là, je ne les aurais pas eues. Même pour venir à Miami, là c'est la 5e ou 4e fois que je viens. Je pense qu'en vivant en Guadeloupe, je pense que j'aurais eu moins la possibilité d'y vous venir. produire ici. Voilà, c'est ça. Donc Paris reste quand même la capitale essentielle pour plusieurs opportunités, pour son expansion. Et je pense que j'ai eu beaucoup plus c'était plus facile pour moi d'aller en métropole Voilà, pour c'est ça, après avoir un voilà. regard sur le monde. Voilà. Est-ce que Miami, ça vous attire justement? Donc là, vous êtes là J'adore. juste ponctuellement, mais est-ce que vous aimeriez vous installer ici pour Oui. la musique? Oui, 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 j'adore Miami. Comme je disais tout à l'heure, c'est la 4e ou 5e fois que je m'y produis. Et j'adore la vie ici parce que ça me rappelle un peu les Antilles, hein, c'est à peu près le même climat. Et puis, non, j'aime beaucoup la vie ici. Ça me dirait vraiment... Il y a peu d'endroits au monde hein, où en fait je suis allé et où je me voyais vivre. Ici, je me vois bien vivre ici. Donc on vous verra peut-être vous installer dans plusieurs mois ou plusieurs années J'espère, sous le soleil de Floride. j'espère. Merci beaucoup en tout cas Darius C'est d'être moi qui vous venu sur remercie, le plateau de Rendez-vous Matin. Oui. Nous présenter votre 7e album, Peu importe Peu importe le vent. Il est disponible
Il est disponible surtout à Paris, je dirais. Hein. Sinon, Et à Miami. il est voilà. Bon, heureusement, Mais il est là. sinon, On a réussi à l'avoir. Oui, et puis sur toutes les plateformes. Mais voilà, on peut l'écouter sur les plateformes de sur les téléchargement plateformes, musical. Voilà, tout à fait. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et donc, voilà, donc 7e album solo et album. En préparation pour la suite. Single à découvrir très prochainement. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Darius. Bon retour en métropole. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission musicale avec Boom Boom en première partie, Darius Denon en seconde partie, à retrouver comme à chaque fois, vous le savez, en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail, floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.